en Alsace, bien plus qu'une fête, la Noël est une tradition ancrée dans la culture du pays depuis la fin du XVIe siècle. Dans toute la région, Noël commence un mois à l'avance. Les festivités débutent aux environs de la Sainte-Catherine, c'est-à-dire le 25 novembre. Les 4 semaines suivantes deviennent alors le théâtre de coutumes populaires encore bien vivaces de nos jours. Entre magie et religion, l'écomusée d'Ungersheim ressuscite de manière tout à fait authentique l'ambiance des Noëls d'autrefois. Parmi les traditions perpétuées dans le village, on trouve d'abord celle de la couronne de l'Avent. Elle est faite de branches de sapin et ornée de bougies. Elle symbolise l'espérance et le renouveau apporté par la naissance de l'enfant Jésus. Une autre coutume est celle du calendrier de l'Avent. Il est composé de 24 petites fenêtres que les enfants ouvrent une à une. Ils y découvrent jour après jour, soit une image ou une maxime, ou bien encore une friandise pour les plus gourmands. Mais c'est bien sûr le sapin qui reste l'élément principal des préparatifs de Noël. En fait, quand le sapin de Noël est arrivé, donc c'est une tradition païenne qui a été reprise au moment du christianisme, qu'ils ont un peu transformé. Et au départ, c'était que dans les églises que l'on accrochait au plafond les branches de sapin vert ou un petit sapin. Donc seul arbre chez nous dans nos régions qui restait vert, qui semblait vivant. C'est pour ça qu'on l'appelait d'abord l'arbre immortel, l'arbre du paradis. Et donc on décorait donc au départ dans les églises avec 2 choses. D'abord des pommes, et je vais vous dire pourquoi les pommes. Parce que le 24 décembre, on fêtait la Sainte Adam et Ève. Donc évidemment, on rappelait l'histoire d'Adam et Ève qui ont croqué dans la pomme interdite. Et à cause de ça, le péché est entré dans le monde. Voilà. Et donc on mettait bien sûr aussi, je vous rappelle, on est dans les églises, des hosties. Et donc l'hostie représentait le corps de Christ qui avait été donné pour acheter justement l'humanité du péché qui était entré par Adam et Ève. Donc vous voyez, au départ, ces éléments décoratifs étaient surtout des symboles religieux. La pomme, symbole du péché, et l'hostie, symbole du rachat. Cette tradition, qui je le répète, mais je faisais au départ que dans les églises, est sortie des églises pour entrer dans les maisons. Les gens aussi ont commencé à suspendre au-dessus de la table de Noël leur petit sapin. Ils décoraient aussi avec des pommes. Et je vais même vous dire qu'en Alsace, on avait une variété de pommes très particulière. On appelle la Christkindläpfel, c'est-à-dire la pomme de l'enfant Christ. Par contre, les hosties, ça, on n'en avait pas. Donc les gens ont commencé à faire des petits gâteaux de forme ronde. À l'époque, ce n'était pas encore les gâteaux tout fins comme on mange aujourd'hui. C'était simplement de la farine que l'on mélangeait à de la matière grasse. Et quand je dis matière grasse, ce n'était pas du beurre. C'était du saindoux, graisse de porc ou de la graisse d'oie. Il n'y avait même pas de matière sucrante. C'est que par après qu'on a rajouté du miel, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore de sucre, pour que ça devienne un petit peu plus agréable à manger. Voilà, mais simplement pour vous montrer l'évolution du petit gâteau, mais sachez donc qu'au départ, c'était un élément de décor pour nos sapins. Mais là maintenant, c'est vraiment, les enfants, ils viennent que pour faire les petits gâteaux. On a un atelier, effectivement, où on a souvent des enfants. Alors le pain de fruits secs, ça c'était une tradition que l'on ne faisait pas qu'en Alsace, aussi dans les pays germaniques, en Suisse allemande. Et donc ce pain de fruits secs était fait pour être mangé dans la nuit du 24 au 25. Autrefois, le 24 décembre était une journée de jeûne complet. On n'avait pas le droit de manger, il n'y avait pas les gros réveillons comme aujourd'hui.
Donc on devait aller à la messe de minuit ou au culte de minuit, selon qu'on était catholique ou protestant, avec le ventre vide. Et évidemment, quand les gens revenaient de la célébration religieuse, ils avaient un peu faim. On n'avait pas forcément le temps de commencer à préparer un gros repas. Donc en prévision de ça, nos grands-mères préparaient ce pain de fruits secs, qui est quand même assez bourratif, assez calorique. Et on mangeait ça accompagné aussi des petits bredala, des petits gâteaux de Noël dont on a parlé tout à l'heure, éventuellement accompagné d'un verre de vin chaud. Et c'était vraiment le repas de la nuit de Noël, avant d'aller se coucher. J'ai une collègue qui est dans une autre maison et qui en parle plus particulièrement. Vous remontez, quand vous sortez, vous remontez le petit chemin jusqu'à tomber sur une petite place. Et c'est juste la maison en face, en fait, la maison qui vient de Ézingues. Et là, la ménagère vous attend. Pour retrouver la maison de la ménagère parmi les 72 autres maisons du village, il faut se promener à travers les rues et les sentiers qui nous réservent parfois de curieuses surprises. En préparant sa lessive, la ménagère nous parle de la pâte de fruits qu'elle a confectionnée en prévision du repas de fête. Voilà, donc c'est ce qu'on a préparé cet été. On a fait de la pâte de pomme, des poires séchées en plus grosse quantité. On va avoir aussi des pommes, des pruneaux, des raisins. Alors bien sûr, il faut beaucoup de sucre pour faire ces préparations. Donc à l'époque, on n'avait pas forcément de sucre. C'est quelque chose de quand même plus récent. Voilà. Il faut savoir que si le repas de Noël des paysans se composait uniquement de pain aux fruits secs, dans les maisons bourgeoises, le menu était tout autre. Sur la table dressée pour la fête, on trouvait souvent de l'oie farcie aux pommes et aux marrons, ou bien encore rôtie dans sa graisse. Des vins fins et de nombreux desserts complétaient habituellement le repas. Sous le sapin, on trouvait toutes sortes de cadeaux qui allaient de l'orange à la poupée en porcelaine et aux jouets en bois verni. Le pain d'épices avec ses images vivement colorées faisait également partie des cadeaux que les parents offraient à leurs enfants. Pendant toute la période des fêtes, les artisans ouvrent leurs ateliers au public. Chacun peut y découvrir, selon ses goûts, l'art de créer des décors de Noël à partir de matériaux naturels. Mais on peut aussi fabriquer des couronnes, des crèches, des bougies et bien d'autres choses. Mais déjà, le soir tombe. C'est le moment de se rendre à la veillée. Le conteur nous y attend pour nous faire vivre un moment d'écoute et de rêve. Qu'elle chante, la maman, en berçant l'enfant qu'elle a dans ses bras. Dors, mon petit enfant, dort. Et l'enfant s'endort. Alors, tendrement la maman le dépose dans une mangeoire, sur une couverture bien chaude. Il n'a même pas vu arriver les visiteurs, des personnages de haut rang. On dit que ce sont des mages venus d'Orient. Et ces mages sont venus se prosterner devant l'enfant. Et ces mages ont ramené des cadeaux pour l'enfant. Il y avait là de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le troisième, lui, il prend des poignées de pièces d'or, les lance en l'air et les poignées de pièces d'or deviennent autant d'étoiles qu'on peut contempler le soir quand on regarde le ciel.
Mais déjà la nuit est là. Il est temps de penser au retour. Un cortège se forme. La lanterne à la main, la foule traverse une dernière fois le village illuminé. Au seuil de la nuit, émerveillée et pensive, je me dis qu'il est une chose certaine, c'est qu'au cours de cette belle journée de décembre, beaucoup de visiteurs auront, sans aucun doute, tout comme moi, retrouvé intacte une part de leur âme et de leur rêve d'enfant.